Commencer. Donc je prends la parole debout et sans micro, ça marche, et puis après on aura bien sûr une sonorisation. Alors vous connaissez l'association Médina, je ne vous ferai pas l'injure de rentrer dans les détails, simplement pour vous dire que nous sommes toujours présents sur le terrain, en Syrie, dans la bande de Gaza et en Ukraine. Et nous sommes donc dans notre 10e quinzaine de l'association. Alors vous vous souvenez, au début on appelait quinzaine syrienne, puis après on s'est mis à parler d'autres pays. Et on a toujours une partie du cœur, si je peux dire, en Syrie, puisque nous y avons ouvert une maternité il y a maintenant 10 ans, le 13 janvier 2015, pour être précis. Et on est parti avec presque rien, très peu d'effectifs et très peu de sous, avec 3 mois de visibilité de fonctionnement, et la maternité existe toujours. Donc voilà pour l'activité en Syrie, je crois que c'est quelque chose de très fort. J'ai même tendance à dire Assad voulait notre disparition. D'abord les hôpitaux étaient pris, les hôpitaux, les structures de soins en général, les dispensaires, tous ceux qui dispensaient des soins étaient pris pour cible. Les soignants aussi. On a été bombardés, on a eu une voiture attaquée avec 2 victimes, mais nous sommes toujours là sur le terrain en Syrie et Assad est tombé. Il est tombé le 8 décembre au cours d'une offensive, on pourrait dire une offensive éclair, si tant est qu'il y ait eu des combats, parce que l'armée d'Assad, avec ses soldats payés 15 $ par mois, n'était plus en mesure de résister à l'avancée de diverses forces, dont HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, il ne faut pas se méprendre sur ce que je vais dire. J'accorde aucune confiance particulière aux barbus, pour employer un raccourci. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que 54 ans de dictature, dont presque 14 ans d'une guerre qui dépasse l'entendement dans son horreur, tout cela est tombé le 8 décembre et ça c'est quelque chose qui est extrêmement significatif pour les Syriens. 54 ans, ça veut dire que la majeure partie de la population n'a connu que la barbarie du système. Hafez el-Assad est arrivé au pouvoir en 1970, le père, et son fils en 2000. Donc, ce vent de liberté qui souffle sur la Syrie, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement significatif pour la population. Ça, il faut le reconnaître au moment où on a tendance peut-être à exiger de la part du nouveau pouvoir que tout soit fait tout de suite, que tous les engagements soient signés tout de suite. On en exige infiniment plus qu'on était en mesure d'exiger la paix, l'arrêt des violences et la sécurité de la population de la part du tortionnaire Assad et de ses séides, des puissances qu'il soutenait. Donc, si nous sommes là ce soir, vous l'aurez compris, c'est pour accueillir Najwa Sadoul, qui est maîtresse de conférences en linguistique aux universités de Lyon. Et nous avons accueilli Najwa il y a, je croyais que ça faisait moins longtemps que ça, il y a déjà 5 ans, à moins que je me trompe. Soit 2020 ou 2021 2020, c'est ça, oui, j'ai regardé, alors j'ai commencé à regarder 2022-23, donc je ne trouve pas Najwa, et c'était 2020, pour parler du sort des femmes, des opposantes syriennes dans la guerre. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir de nouveau Najwa, qui est très en contact avec le terrain, à tel point que Najwa surveille également son téléphone parce qu'il y a de la formation d'un gouvernement en cours en Syrie. Donc on aura peut-être des nouvelles, en avant-première des nouvelles du terrain. Et donc on va parler des enjeux du nouveau régime, de ce qui pèse sur le nouveau régime,
du potentiel d'aide qu'il peut recevoir pour reconstruire la Syrie, de la façon dont le vivent les populations, des pressions qui sont exercées par des acteurs extérieurs comme ce que fait Israël dans le Golan, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et je laisse la parole à Najwa. Merci beaucoup. Merci, puis je tiens à remercier Medina, l'association et son équipe pour l'excellent travail qu'ils font. Je suis vraiment admirative. Étant moi-même militante, je sais, je connais les difficultés pour maintenir une activité donnée. Donc je les remercie beaucoup de me recevoir. Et je vous retrouve avec un grand plaisir, vraiment. À la fois l'équipe de l'association, mais également son public, parce que j'ai reconnu quelques-uns et quelques-unes. Voilà, donc bonsoir à tous. Je crois que j'espère ne pas vous ennuyer au départ, parce qu'il y a un petit retour en arrière nécessaire, même si ça a été déjà un peu entamé. La seule question qui se posait au lendemain du 8 décembre 2024, c'est mais comment ça se fait, y compris par les Syriens, comment ça se fait, cette chute rapide de régime, c'est-à-dire les Syriens qui ont vécu sous le joug d'une dictature plus de demi-siècle, et des générations n'ont connu que ça. Même pour nous, on s'est réveillés avec l'annonce de la chute du régime et la fuite d'Assad, notamment. Tout un symbole là, la fuite d'Assad et ses lieutenants. Et en réalité, personne n'a dormi pendant 11 jours. Hein. Je vous l'assure, je parle de Syriens, évidemment, dont je fais partie. Ni cette nuit, ni les nuits précédentes. On suivait vraiment l'avancée des combattants jour et nuit tout au long de ces 11 jours. Mais alors, pour comprendre cette chute rapide de régime et les moyens employés pour libérer la Syrie, peut-être il faut nous rappeler quelques dates clés. Il y a évidemment, bon, je ne reviens pas dessus, l'arrivée de Hafez al-Assad, donc en 1971. Je tiens à préciser qu'il a gouverné avec une façade démocratique, il a créé une espèce de coalition d'autres partis politiques, mais en réalité, le parti qui gouvernait, c'était le parti déclaré tel, le parti donc Baas. Autrement dit, je suis en train de parler d'un désert politique durant plus d'un demi-siècle pour les Syriens, puisqu'il n'y a que le parti de pouvoir qui avait la possibilité d'agir. Le père décède en juin 2000, le fils accède en juillet 2000 au pouvoir, donc au poste de président. Et avec le parrainage de la communauté internationale, il faut aussi le préciser, et la France en tête sous Chirac. Voilà, il a été parrainé quand même par tout le monde, sous prétexte de garder une certaine stabilité dans la région, comme vous savez comment on le pensait toujours, d'un point de vue des dirigeants. En tout cas, en fait, il y avait un certain espoir quand même quand il est arrivé, parce que les jeunes hommes disaient, bon, il va pouvoir quand même un petit peu être différent de son père, rien n'a été comme ça, et puis c'est la continuité en fait de ce que les Syriens ont connu. 2011, donc, le soulèvement populaire et pacifiste qui a été reprimé dans le sang. Et là voilà, la révolution lancée avec ces catastrophes humaines durant 14 ans, jalonnait cette révolution longue par rapport à la région, 14 ans pratiquement, par des étapes, plusieurs étapes. Donc, première étape, ça a été la période pacifique, durant à peu près quelques mois quand même, manifestation pacifique, bon enfant. Fin 2011, on commence à voir des armes, mais globalement, il est resté pacifiste. Les armes, en fait, c'était pour protéger
les manifestants, donc il n'y avait rien il n'y avait pas de combat, rien, c'était juste parce qu'il y avait des snipers partout, donc on essayait de protéger pour ceux qui ont donc quitté l'armée pour se joindre au peuple avec des armes légères. Alors, c'est très important de constater que le régime s'organise très bien, en fait, très rapidement, de manière très méthodique. C'est-à-dire que d'abord, il met quelques régiments seulement de l'armée, il ne met pas l'armée face au peuple entière, mais que les régiments en qui il a confiance, les membres des services de renseignement également, bien sûr, et puis il a créé et armé des factions communautaires. Ça aussi, il faut le retenir pour comprendre aujourd'hui. Hein. C'est toujours en relation avec les personnes qui ont, enfin, ces combattants qui ont libéré la Syrie. Et j'ai fait d'ailleurs un article là-dessus, j'ai oublié de le dire parmi les choses, on aurait pu peut-être le mentionner, mais je n'ai pas la référence parce que c'est un article dans un livre, parmi d'autres articles, donc pour d'autres personnes. J'ai travaillé sur ces factions communautaires. Il a créé des factions donc de groupes armés, il a armé lui-même, chrétiennes, druzes, alaouites, nationalistes nazis. Parce qu'il y a un parti, en fait, c'est le parti syrien qui est comme Front National du temps du Père. Voilà, ce sont que des factions communautaires, et ça c'est fait également exprès de la part du régime. C'est très bien réfléchi, c'est très bien organisé. Ensuite, il a ouvert les frontières, donc on a des factions armées toujours communautaires, chiites, étrangères. Il y a le Libanais Hezbollah qui était là très rapidement. Il y a également des factions iraniennes, très peu, plutôt des officiers, conseillers, mais beaucoup iraniennes, afghanes et pakistanaises, toutes chiites, donc communautaires. À partir de 2012, tout ce monde-là, ces factions étrangères et de l'intérieur, s'installe pour défendre le régime, renforcer en permanence donc par les rangs financièrement et en armes. Pour la révolution, il y a quelques dates clés que vous connaissez probablement, donc je vais vite. Il y a une date clé, c'est en mai 2013. En mai 2013, Hezbollah, alors qu'elle est là pour défendre le régime et participe au massacre, mais il met la main sur une ville, une petite ville qui s'appelle Ourser. Il l'occupe, il chasse les populations, c'est-à-dire les populations, les réfugiés, qu'après le Liban se plaignait du fait qu'il a très vite, en fait, il y a eu des populations qui sont allées, ils les ont chassés, hommes, femmes et enfants, la nuit en plus. Sont partis vers le Liban ou d'autres endroits, mais en tout cas, il a occupé cette Ourser et il l'a annexé. Et ça, c'est un moment, une date que les Syriens n'oublient pas, que Hezbollah a quand même, de son propre chef, a annexé un morceau de la Syrie à son territoire. Et il a mis même, enlevé le drapeau de régime syrien, et il a mis son propre drapeau pour signifier ça comme une humiliation de la population syrienne. On arrive en août 2013-21, donc un massacre à l'arme chimique à Ghouta, près de Damas. Et là, nous sommes en fait à un moment, de toute manière, les armes chimiques ont été employées avant et après, mais là, c'est l'ampleur en fait d'un nombre. On parlait de 2000 à peu près, plus ou moins, avec beaucoup de blessés. Mais cette date est une date clé également pour les Syriens parce que là, on a parlé de la ligne rouge d'Obama qui avait dressée avant et qui a été allègrement par la suite abandonnée. Et ça,
également, c'est quelque chose que les Syriens n'oublient pas. Ça a suscité beaucoup d'espoir, en fait, déclaration de Dublin. On disait peut-être que le régime va quand même faire moins de massacres, mais il n'en était rien, malheureusement. Ensuite, donc, on arrive à 2015. En 2015, il y a l'entrée donc officielle de la Russie donc, en Syrie. En 2015, malgré tout, ces groupes armés donc, qui ont décidé vraiment qu'il n'y a que la solution de lutte armée qui peut sauver le pays. Malgré tout, les coups de ces groupes, notamment donc autour de Damas, le régime a failli quand même a commencé à vaciller. La Russie est rentrée, la Russie en fait, l'armée russe était toujours là, les conseillers étaient là, hein, mais bon, en tout cas une déclaration officielle de Poutine en 2015. Et là, on a dépassé une étape supplémentaire dans l'horreur parce que, comme disait, je crois que c'est un journaliste français qui disait que les bombes qui tombaient sur les Syriens, les bombes russes, s'apparentaient à tuer une mouche avec une bombe atomique. Voilà, c'était la force de ces donc, bombardements. En tout cas, en 2016, Alep tombe, donc on est dans chaque fois donc, la perte de terrain par les rebelles. Entre 2017 et 2019, après donc, la perte d'Alep, qui est quand même un lieu très important, enfin, c'était l'emblème de la révolution syrienne, hein, d'avoir Alep, Alep libre, est tombé donc, sous les coups évidemment de la participation de la Russie entre autres, qui elle dominait avec le régime le ciel. Là, le régime et ses alliés vont encore plus loin dans l'horreur. Pour récupérer des terrains, ils ont pratiqué une arme de guerre connue, malheureusement, qui est la famine. C'est-à-dire, on assiège le territoire et on oblige les rebelles finalement à se retirer de ce territoire-là, parce que les gens sont affamés, c'est-à-dire la population civile fait pression quand même sur les rebelles et ils finissent par donc abandonner le terrain. Alors pourquoi je parle de tout ça? Pour arriver à quelque chose de très important, c'est que tous ces combattants, en fait, un peu partout des territoires qui a été abandonné dans une politique qu'on a appelée réconciliation, du sud jusqu'au nord de la Syrie, les rebelles et leurs familles et les civils qui voulaient ont été rapatriés tous par des bus, on appelait ça les bus verts, parce qu'ils étaient de couleur vert, donc c'est synonyme de déplacement et d'humiliation, cette couleur, envoyés donc vers Idlib. Autrement dit, il y a eu une concentration de population dans cette ville et sa région. Et Idlib est devenue la petite Syrie pour les Syriens. Donc un gel de conflit s'est instauré, on peut dire, à partir de 2019, avec des zones d'influence. Et ceci jusqu'à la chute du régime. Ces zones d'influence, ce sont le nord-ouest, donc Idlib, sous le contrôle de HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, à partir de 2017. Le nord-est, sous le contrôle de PYD, c'est la branche syrienne de PKK, depuis 2015. Et le long de la frontière avec la Turquie, donc
la coalition opposition officielle affiliée à la Turquie avec une armée qu'on a appelée l'armée nationale à partir de 2018. Et le territoire sous contrôle du régime. Cependant, les bombardements sur Idlib n'ont pas cessé malgré les accords. La répression dans les zones de régime non plus, détention arbitraire, chantage de la population, etc. Seulement les zones, on peut dire, tranquilles pendant tout ce temps-là, depuis 2015, c'est la zone en fait de PID, FDS, appelée donc Rojava, qui était épargnée, protégée par ce qu'on a appelé à un moment donné pour combattre Daesh la coalition internationale, mais ça se résumait aux Américains et aux Français en fait. Et ça depuis donc 2015. Donc il n'y a pas eu de bombardement sur ces régions, donc ils ont pu prospérer évidemment, contrairement à d'autres régions de la Syrie. Alors, puisqu'il y a eu gel de conflit, on arrive à les efforts diplomatiques qui ont été entamés pour probablement arriver à régler définitivement le conflit, comme on l'appelait. Il faut savoir que depuis 2011, et ça vous le savez probablement, plusieurs résolutions ont été proposées au Conseil de sécurité pour condamner le régime pour excès de violence, qui ont été bloquées systématiquement par les Russes et les Chinois. Seule la résolution qui a été adoptée à l'unanimité, c'est le 2254 qui a été adopté en décembre 2015. Cette résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat, à une résolution politique, ça c'est important je veux dire, au conflit, et exige de toutes les parties de se mettre à discuter ensemble pour pouvoir en finir avec la violence en Syrie. Mais en réalité, ni ce processus politique, ni aucun effort diplomatique dans ce cadre-là n'a pu aboutir. D'ailleurs, tous les envoyés spéciaux des Nations Unies ont échoué, et je veux dire lamentablement, dans leur mission. Arrive le dernier en date, c'est Pedersen, Guy Pedersen, je crois. Enfin, son nom est Pedersen, je ne me souviens plus de son prénom. Il a été nommé en 2018, en octobre 2018. Alors, cet envoyé spécial a choisi un angle qui est stipulé dans la résolution, seule résolution adoptée finalement par le Conseil de sécurité, qui est la création d'une commission, la révision de la Constitution. Donc, il a lancé une commission constitutionnelle en octobre 2019 à Genève. Cette commission, composée de membres du régime, représentants du régime Assad, de représentants de l'opposition officielle et de représentants de la société civile. Moi, je faisais partie des gens qui disaient mais on n'écrit pas quand même des constitutions comme ça, de cette façon-là. Il faut qu'ils soient élus, les gens. Mais bon, si vous voulez, faites-le. En tout cas, il y a eu de 5 à 6 sessions, je crois, à Genève, sans aucun résultat, parce que la représentante du régime bloquait systématiquement tout effort. Il ne voulait même pas discuter d'ailleurs, mais il venait puis il repartait sans vraiment arriver à bout de quoi que ce soit. Et là, donc, dans ce cadre-là, on arrive effectivement à la situation économique aussi qui a permis d'arriver, et je l'avais mentionné tout à l'heure. On peut dire que sur le terrain, c'est à peu près calme,
entre guillemets. Le régime estime qu'il est victorieux. Bon, il a eu la victoire militaire. Voilà, c'est fini en 2019. Mais c'est à partir de là que l'effondrement économique a commencé. Enfin, c'est détérioré plutôt de plus en plus. Certes, les sanctions économiques ont joué un rôle important, ont affaibli le régime. Pourquoi? Parce que ce régime, pourtant, ce n'était pas la population qui était visée par les sanctions. Mais en réalité, un régime qui fonctionne comme un mafia, enfin, il est mafieux, il faut le dire, c'est sûr que les sanctions ne peuvent que participer à l'effondrement économique. J'explique. Avec les hommes d'affaires, depuis toujours, depuis le père, le régime imposait un partenariat. Vous voulez ouvrir même un petit kiosque, vous devez payer une partie. Quand il s'agit d'une entreprise, vous imaginez comment il est le partenariat. Donc le régime se finançait, en plus de tout ce qu'il pillait dans le pays, de cette manière-là. Sauf que avec les sanctions, il perdait de plus en plus de moyens. Et là, il est rentré dans un cycle de chantage direct aux hommes d'affaires. Ce qui fait que la plupart sont partis avec leurs capitaux, leurs entreprises et leurs fortunes. A joué vraiment véritablement un rôle important dans l'effondrement économique. Vous ajoutez à cela l'industrie de Captagon, qui s'est développée à tel point qu'on parlait de narco-État de la série. C'était le premier producteur de cette drogue. C'est une industrie menée en collaboration entre Hezbollah et la garde républicaine de régime, qui est sous le commandement des frères d'Assad, Maher al-Assad, qui rapportait, selon des enquêtes internationales, c'est une fourchette entre 5 à 10 milliards de dollars par an. Il est sûr, ça je le tiens vraiment aussi d'une source, mais c'est connu aussi pour tout le monde, ça je le savais depuis longtemps, tous les mois, 5 millions étaient livrés en enveloppe comme ça au palais présidentiel, de la part donc du président. C'était tas de choses, cette histoire de drogue, d'une part, qui a inondé la région, d'autre part, la pression en fait démographique de la question des réfugiés dans les pays limitrophes. Il était devenu évident, tout au moins pour les pays de la région, qu'il va falloir réintégrer Assad sur la scène internationale. C'est même souhaitable pour qu'on puisse discuter avec lui directement pour la question de drogue, mais également parce que ça a commencé un peu à menacer un peu plus loin que les pays limitrophes. Et donc, quand je dis pays limitrophes, je pense à la Turquie, au Liban, la Jordanie, parce que les autres pays du Golfe ne sont pas vraiment affectés par la question des réfugiés, mais plutôt par la question de drogue. Le premier pas de normalisation a été entamé par la Turquie, par Erdogan lui-même. Il a commencé à envoyer des signaux d'ouverture depuis l'été 2022. Bon, on sait qu'il y avait une pression de l'opposition à Erdogan durant les élections, de se débarrasser la question réfugiés comme dans tous les pays. Malheureusement, c'est un papier, un dossier qu'on emploie dans les élections. Et donc, de toute manière, toutes les démarches entamées, même avec des déclarations officielles
au micro comme ça devant les médias, pas clandestine, pas de discussion clandestine, quoi, de négociations secrètes, non, non. Et pourtant, il y a eu un refus catégorique de la part d'Assad. Deuxième tentative a été faite par la Jordanie et l'Arabie Saoudite, avec la question de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe, dont le sommet était le 7 mai 2023. Il y a eu beaucoup de discussions, de va-et-vient, etc., pour effectivement arriver à prendre avoir des promesses de la part d'Assad, pas à pas, c'est-à-dire, bon, il faut, tu règles la question de la commerce de drogue et de Coptagone, et puis sur cette condition-là, etc. Il y avait deux dossiers donc majeurs, c'est la question de Coptagone et la question de réfugiés. Mais finalement, en fait, il est allé, Bachar al-Assad lui-même, assister donc au sommet de la Ligue arabe, et puis aucun processus politique n'a été entamé, parce qu'il était évidemment parmi les promesses, c'est discuter avec l'opposition. Et le trafic continue de plus belle, comme rien n'était. Voilà, on arrive là donc aux chutes du régime Assad. Puisque en fait en 2020 il y a eu des accords de cessez-le-feu avec dans le gouvernorat d'Idlib, signés en 2020, donc parrainé par la Russie et la Turquie, donc entre le HDS et le régime, et donc la Russie par conséquent. Donc là, Idlib a prospéré, et surtout, ils ont pris la décision à partir de là, profitant de cette accalmie, même s'ils étaient bombardés de temps en temps, Idlib continuait à être bombardé de temps en temps. Ils ont pris la décision, à l'initiative de HTS, de libérer le pays par les armes, c'est-à-dire de préparer un plan de libération, plan militaire de libération de la Syrie. Et là, on avait plusieurs phases qui ont été mises en place. D'abord, unir les forces. Visiblement, Jolani, qui est Ahmad Shah, avait le don de... C'était enfin un négociateur, d'après ses proches. Et il a pu convaincre effectivement les autres factions à travers le territoire, hein, pas uniquement ceux qui sont au nord ou au sud, etc., mais tous les pays, de se joindre à eux pour un plan de libération. Ça, c'est depuis 2020. Premier pas, évidemment, c'était le commandement commun. Donc, ils ont formé un commandement commun de toutes les factions armées, y compris, il y a deux factions très importantes au sud de Sweda qui se sont joints et ils étaient en relation donc avec le nord depuis 2020. Puis il y a eu la phase, donc ils ont eu le temps depuis 2020 de rentrer dans la préparation militaire, confection d'armes, de drones, ils ont fait beaucoup de drones, donc ils ont fabriqué des drones. Et puis ils ont travaillé sur la question de renseignement, c'est-à-dire observer grâce aux drones le mouvement de l'ennemi. Et il y a eu une préparation psychologique même, tenir une certaine discipline, respect de la vie humaine. On va libérer le pays, pas pour tuer, s'entretuer entre Syriens. Courant 2024, ils sont allés un peu plus loin dans la préparation. Ils ont établi des contacts avec les personnalités en poste, y compris à l'armée syrienne de régime. Vous savez que ces
de gens qui étaient de côté du régime, mais qui étaient lassés de la situation, de l'entêtement à la fois de Assad et son équipe que d'autres lieutenants de ce président. Donc ils ont pu, par ce biais-là, en fait, rentrer dans l'opération de libération. Alors après, le choix de l'heure 0, l'année 2024, au niveau du régime, était vraiment la dégringolade sans fin, affaiblissement sur le plan économique, conditions de vie vraiment. Moi, je suis de Damas et je ne suis pas encore allée à Damas, mais on me dit que quand les gens sont arrivés tout de suite après la libération, là, ça a beaucoup amélioré depuis. Ça fait 3 mois maintenant. Mais c'était Moyen-Âge, quoi. Saleté, des amis n'ont pas reconnu leur propre ville. Alors que le clan Assad montre tous ces signes de richesse de manière vraiment insupportable. La corruption a été multipliée 1000 fois, qui existait depuis toujours, mais alors là, ça atteint vraiment sans limite. L'usure de l'armée, ça c'est très important, comme vous l'avez signalé. La majorité étaient des appelés dans l'armée, ni sans salaire, ni même manger à leur faim. Et le plus important, c'est que les gradés étaient occupés à faire des affaires. Donc, ils ont la tête ailleurs. Et les moments, les événements les plus importants, évidemment, c'est le contexte régional et mondial que vous connaissez. Je ne vais pas en parler. Mais je tiens quand même à souligner un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est une contestation interne à Idlib même. Parce que c'est vrai que, il y avait une accalmie depuis les accords de cessez-le-feu, mais les bombardements continuaient. Donc, il y a eu des manifestations en disant « Mais à quoi vous servez, vous, là-bas, dans des camps loin ?» Pour la préparation, j'ai toujours un ami avocat qui est lui de Hammam et qui était déplacé à Idlib. Et je fais toujours partie d'un groupe transcontinental, donc un groupe qui essayait de faire quelque chose à l'époque avant la libération. Et maintenant on fait autre chose. Qui est souvent, quand on a souvent nos réunions en Zoom, donc il disait souvent, je remarquais, depuis effectivement 2-3 ans, avant la libération, il disait, je ne sais pas, ils font beaucoup d'entraînement, je ne sais pas ce qu'ils se préparent, parce que en fait les camps militaires étaient autour de la ville, n'étaient pas dans la ville même. Mais ils s'inquiétaient un peu, ne sachant pas ce qui se passe. Donc, effectivement, la préparation était... Et puis arrive donc l'opération Dissuader l'agression, c'est comme ça qu'on l'a appelée, qui a démarré le 27 novembre en 2024, dont la stratégie militaire adoptée était l'attaque éclair, et avec la réussite qu'on connaît. Ils ont commencé par la ville, première cible, la ville d'Alep, plus proche, mais plus important. C'est une ville où il y a le plus de dépôts d'armes. Il y a un aéroport et un régiment. Enfin, les forces de régime étaient très importantes là-bas, mais très délabrées, effectivement. Voilà, donc quand la libération a été faite, on a fait la fête, mais un peu inquiet pour la suite. Et moi, en tant que syrienne, c'est pas parce que c'était le HTS, franchement,
Parce que d'une part, je savais que c'était en condition de groupe, d'une part. D'autre part, parce que cette donnée-là ne m'inquiète pas personnellement. Ce sont des Syriens. Et la question de la religion ne me pose pas de problème personnellement, dans la mesure où elle est pratiquée en dehors de sphère civile, évidemment. Je veux dire, ce n'est pas leur histoire qui m'inquiète, mais c'est ce qu'ils sont capables de faire par la suite. Voilà. Je ne vais pas d'a priori au départ, je parle de moi, et il y a beaucoup de Syriens comme ça, mais d'autres, non, étaient très inquiets, effectivement. Pour l'anecdote, j'ai téléphoné à la famille le jour de la libération, la famille de mon conjoint. Et c'était 2-3 jours après la libération. Je voulais avoir le pouls de l'intérieur, quoi. Alors, ils m'ont dit, c'était le désordre, mais c'était très très inquiétant les 2-3 jours. Mais quand les forces de HTS sont arrivées avec leur emblème, on les voyait arriver, les gens étaient sur les côtés et ils applaudissaient. Pourquoi? Parce que ceux qui ont libéré Damas sont venus du sud. C'est une faction en fait entraînée par les Américains, une force très importante de Syriens qui ont libéré Damas. Mais apparemment, était un peu... voilà, il y a eu des vols, pardon, il y a eu des choses... alors que les combattants de HTS sont très disciplinés et il n'y a pas de problème, les choses sont passées très bien. Voilà. Donc les gens les applaudissaient, pour vous dire à quel point, et ceux qui applaudissaient n'étaient pas nécessairement des porteurs de voile ni quoi que ce soit, ce n'était pas des questions religieuses, quoi. Après, on a un gouvernement donc pour 3 mois qui s'achève maintenant. Excusez-moi, mais je vérifie si je n'ai pas de nouvelles à propos du gouvernement. Non. Qui doit donc là, cette période s'achève et on va avoir un gouvernement nouveau demain, après-demain. Plutôt un gouvernement de transition pendant 5 ans, mais je vais vous raconter donc à partir de maintenant ce qui s'est passé après. Les défis évidemment sont multiples parce qu'ils ont pris un pays non pas au niveau 0 mais au niveau moins de 10 voire 20, c'est-à-dire vraiment tout est à refaire, tout est à reconstruire. La première chose qu'ils ont fait, évidemment, c'est libérer les détenus. Donc, on a ouvert les prisons, on a vu les horreurs de Sednaïa et d'autres prisons. Et a suivi une déception et une amertume terrible et une souffrance sur beaucoup qui attendaient ce moment pour aller rencontrer leurs proches. Parce qu'il y a des détenus, on sait qu'ils sont détenus, et il y a des disparus, et ils sont par milliers, voilà, et en fait finalement, ceux qui sont vraiment sortis de prison ne représentent de la masse estimée par les associations concernées, peut-être 40%, voire 35%, pas plus. Donc vous imaginez la colère après, qui en fait cette colère est un petit peu adressée au nouveau gouvernement, ils sont pour rien, mais c'est comme ça. Donc à ce gouvernement qui a été composé, évidemment c'est pas vraiment un gouvernement, c'est une équipe qu'on a amenée, d'ailleurs des DEP, ils ont fait leur preuve en tant que ministres, dans des ministres de l'enseignement, ministres de la santé, etc. Enfin, bon. L'objectif était que l'État puisse, l'administration de l'État continue, qu'il n'y ait pas de pillage. Il fallait tout de suite qu'il y ait des gens donc, qui soient responsables et qui gèrent. Ça, c'était bien ce qu'ils ont fait après. Et c'est un gouvernement pour les affaires courantes. Et ça a été annoncé dès le début, on le savait. Alors, Chara voulait que ce soit vraiment un gouvernement des gens qu'il connaît, ses compagnons, un gouvernement en nombre limité et avec des gens qu'il connaît bien.
pour qu'on aille plus vite et qu'on ne rentre pas dans des discussions inutiles, parce qu'il ne s'agissait pas de gouverner pour des années, mais pour discuter de dossiers qui concernent tous les Syriens, mais c'était pour, comme son nom indique, pour les affaires courantes. Alors, évidemment, problème majeur, c'est deux choses après la libération. C'est le maintien de l'ordre et c'est l'armée. Le maintien de l'ordre, parce que, évidemment, l'État doit avoir un monopole des armes. Voilà. Et vous imaginez, durant 14 ans, avec toutes les factions que le régime a donc encouragées, formées, etc., et les gens qui s'armaient continuellement parce que y a le chaos, et que le chantage, et le viol, et le vol, etc. Donc il y a des personnes qui détenaient des armes personnelles pour se protéger. Et puis aussi de côté de l'opposition également, nombre de factions et des armes qui circulent partout. Donc ces deux choses étaient vraiment les priorités pour ces libérateurs, et c'était une chose très importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu aller désarmer les gens, voilà. Ils ont fait le choix de laisser l'initiative aux autres de collaborer, y compris ceux pro-régime. Donc ils ont ouvert, mais les 2-3 premiers jours de la libération, des centres pour donc récupérer les armes un peu partout en Syrie. Ils étaient ouverts donc avec un principe simple. Tu viens, tu déposes les armes, tu as été un soldat, tu as été peu importe, tu déposes les armes et tu as à laisser passer, sauf bien sûr pour les gens qui ont commis des crimes contre des civils, ça va de soi. Et évidemment, une carte d'identité donc provisoire était livrée pour ça, mais notamment sur la côte où il y a le plus ces réfugiés. En fait, vous savez, il y a Bachar al-Assad qui est parti, il a fui, lui, avant même qu'ils arrivent à Damas. Et il y a ces lieutenants aussi, disons, staff après, sont partis également, mais vous avez tous les autres quand même. Il y en a qui sont partis au Liban, d'autres qui sont partis en Irak, mais bon, il y a un nombre incalculable. Il a armé énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont profité également de cet état de régime. Ils ont beaucoup prospéré. Sans parler de l'histoire de la drogue, parce que tout le monde est rentré dedans et gagnait beaucoup d'argent. On ne lâche pas facilement. Et ils ont prolongé pour ces centres-là qui sont plutôt sur la côte. Donc, pourquoi la côte? C'est pas parce que c'est le lieu où il y a des Alaouites, non. C'est parce que c'est une région très difficile. Il y a des endroits où personne ne peut accéder, quoi. C'est assez... on peut se cacher, on peut ne pas... On n'est pas nécessairement alaouite, on peut être ce qu'on veut, mais évidemment c'est une région alaouite principalement, mais pas seulement. Donc, en fait, effectivement, ils n'ont pas donné leurs armes et on a vu, voilà, ça a été prolongé 3 fois. C'est-à-dire qu'environ 2 mois laissés ouverts, avec leur propre renseignement, évidemment, dans le gouvernement, ils savent aussi, ils ont mis la main sur quelques personnalités connues, ils les ont arrêtés. Donc, le maintien de l'ordre était une priorité de priorité. Ces gens donc sont partis après la question de collecte d'armes. Donc là, je vais vous parler un peu de maintien de l'ordre et de reformer l'armée. C'est 2 choses très importantes. Alors, les membres de renseignement, le régime, ont fui, évidemment. Ils ont
ont commis eux-mêmes des horreurs. Et des policiers corrompus ont fui également. Donc il y a un problème, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui maintiennent l'ordre. Ils ont fait venir le service qui était à Idlib, qui n'a pas suffi évidemment. Des appels à candidature et formations rapides étaient mises en place. Beaucoup ont été massacrés, malheureusement, des jeunes de 20 ans ont été massacrés par le pro-régime sur la côte. On connaît notamment le frère, c'est le président du conseil américo-syrien qui a beaucoup œuvré pour... son frère a été tué et faisait partie du maintien de l'ordre. Voilà. La tâche n'est pas facile pour un pays, donc sortant de 14 ans de conflit armé et de désordre. Pour l'armée, alors pour arriver à l'armée, pendant 50 ans, l'armée pour les Syriens est synonyme de répression, de corruption. Pour la jeunesse, elle est synonyme de service militaire qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend selon le contexte dans le pays. Je pense que Shara, donc Ahmed Shara, le président par intérim actuellement, il a fait, il a décidé quelque chose de très important dès le début. Après, il a annoncé tout de suite, dès la libération, la volonté de former une armée professionnelle. Ce qui veut dire, vous savez, il y a beaucoup de réfugiés en France, ailleurs, etc., des jeunes. Ils ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas pris nécessairement, je ne parle pas de ceux que vous connaissez, hein, mais en général, il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le pays parce qu'ils ne veulent pas faire le service militaire, ne veulent pas aller tuer d'autres Syriens, ou alors parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, même pro-régime, on fuit parfois. Donc on se retrouve avec une jeunesse paralysée pendant 4-5 ans pour quelque chose. Donc pour moi c'était très important parce que ça libère de l'énergie, une énergie énorme. C'est la jeunesse qui doit construire le pays finalement. Et donc ça permet également à tous ces jeunes de revenir au pays. Hein, et ça c'est aussi très important. Les factions ont été dissoutes, qui ont travaillé ensemble pour libérer le pays. Il y a 70 factions quand même, plus 2 de Soueda, ça fait 72. Et ils étaient libres après de joindre l'armée, mais à titre individuel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire de l'armée une recomposition des factions armées. Hein. Donc ça, c'est tout à fait exclu. Alors, voilà pour l'armée. Et il y a une seule faction au sud dont je parlais tout à l'heure, qui a refusé d'être dissoute pour l'instant. Peut-être les Américains l'ont dit, non, non, pour l'instant, vous restez là. Alors, on arrive le 30 janvier, finalement, on a un libérateur, acheté SOPA, gouvernement pour les affaires courantes, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est donc le 30 janvier en 2025, il a prononcé le discours de la victoire devant une assemblée presque exclusivement devant ses pairs, on va dire, ceux qui ont libéré le pays avec lui. Et ces pairs-là, l'ont désigné président de la République par intérim. En fait, dès le premier jour, Shara a fait preuve d'un pragmatisme tout à fait étonnant. Je le crois sincère. Bon, moi, je fais partie des Syriens qui croient qu'il a une ambition politique évidente. Moi, je crois que les gens peuvent évoluer, hein, j'ai aucun problème. Mais bon, après, il faut voir ça dans les faits.
mais il doit tenir compte quand même de sa base, qui n'est pas aussi pragmatique que lui. D'ailleurs, un de ces groupes a été rapidement évincé de Damas, parce que bon, ils ont c'était un peu lourd dans leur comportement sur les gens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas je ne sais pas quoi? Et les gens se défendent. Hein. Bon, les gens d'ailleurs vivent une liberté absolue. C'est-à-dire le forum, dès le premier jour de la libération, le forum, ça, les Syriens n'ont jamais connu ça hein, de leur vie, sauf, je dois avouer, 2 mois à l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, c'était l'occasion que les gens commencent à bouger, et d'ailleurs, il a quand même, ils ont attrapé quelques-uns, ils l'ont mis en prison. C'était l'occasion pour le régime de voir les têtes qui dépassent, et qui ont passé quand même des années en prison. Donc, mais la vie, qu'on puisse sortir, manifester contre le président lui-même, ça s'est passé il y a quelques jours. Hein, donc, pour l'instant, c'est vraiment une volonté de laisser les gens s'exprimer sans contrainte. Voilà. À condition, bien sûr, que ça soit pacifique, ça va de soi. Alors, vous avez vu probablement ou pas, mais il était très important pour l'équipe arrivante de convaincre la communauté internationale de leur bonne foi, sachant ce qu'ils sont dès le départ et leur histoire. Et des fois, on oublie beaucoup de choses, mais pour certains, on n'oublie pas ce qu'ils étaient, hein, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc, on arrive à faire 2 choses qui n'ont pas beaucoup plu aux Syriens, mais qui ont été faites quand même. Ils ont fait une conférence de dialogue national qui s'est tenue le 27 février 2025 à Damas. Cette conférence a réuni 900 personnes quand même, entre artistes, universitaires, responsables d'ONG, des religieux, etc. Elle a été préparée en amont par une commission qui a fait le tour de pays, rencontré les gens bon, avec des dates fixées durant 2-3 semaines. Évidemment que cette conférence de dialogue national, même avec le nombre de personnes qui ont été présentes, n'est pas tout à fait satisfaisante, parce que le dialogue national se pose, bon, quand on dit comme ça, le dit comme ça, se pose des forces politiques, se pose des syndicats, se pose de société civile, etc. Or là, en état de choses, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de force politique. D'ailleurs, si, ils existent, ils sont virtuels, bon, à l'étranger, mais sur le terrain, franchement, il n'y a personne. Donc, de toute façon, les partis sont dissous. Donc, il y en a qui se plaignaient en disant, oui, mais ils ne rencontrent pas des partis politiques. Ben, oui, mais il ne faut pas être dans la contradiction, parce que, bon, les partis sont dessous, et là, à partir de maintenant, il va y avoir une loi qui réglemente et cadre donc la création des partis. Donc cette conférence a émis un certain nombre de recommandations, je ne vais pas les dire, c'est des choses intéressantes, je reviendrai si vous voulez après. Plus important, pour qu'il y ait un cadre juridique, je voudrais juste dire par rapport au pragmatisme de ce président, Ahmad Shara, je connais un intellectuel syrien qui est en fait un militant des droits de l'homme et les médecins de son État, vit aux États-Unis fouillant le régime du père. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la justice transitionnelle. C'est un vrai intellectuel, c'est quelqu'un
bon, qui a réfléchi sur beaucoup de choses, a fait des recherches sur énormément de sujets. Il est arrivé à Damas, il n'est pas allé voir le président, mais c'est le président qui a demandé à le voir. Et il disait, mais pourquoi il n'y a pas de cadre juridique pour cette affaire? Comment on peut gouverner le pays sans cadre juridique? Et donc le président lui dit, oui, mais on va faire ceci, cela. Non, non, vous pouvez au moins, au nom de la légitimité révolutionnaire, faire quelque chose. Donc d'où le discours de Victoire, qui a été soufflé par cet intellectuel, et suite à quoi donc il a été désigné comme président par intérim fin janvier. C'est-à-dire que, je parle de son pragmatisme, mais aussi capacité d'écouter et d'essayer de parfaire ce qu'on fait. Enfin, on l'espère. Alors, après, il y a la déclaration constitutionnelle qui a été... il y a une commission d'experts qui a été formée pour rédiger cette déclaration. Et elle a été donc signée par le président qui aussi donne un cadre surtout pour la période transitionnelle, suite à quoi donc maintenant il va y avoir un gouvernement de transition d'une période de 5 ans, plus cette déclaration constitutionnelle qui est franchement rien de nouveau. En fait, il y a vous allez peut-être un peu sourire, mais la Constitution de 1950, c'est la seule Constitution que les Syriens considèrent comme la Constitution de la Syrie démocratique de l'époque. Donc, tout le monde était en faveur de l'inspiration de cette déclaration, ce qui a été fait. Évidemment, il faut quand même un petit peu faire une mise à jour, mais ça sera pour l'écriture de la rédaction de la Constitution par une commission élue par le Parlement, par la suite, etc. etc. Mais pour l'instant, on a ce qu'on appelle déclaration constitutionnelle qui est également tout à fait juridiquement acceptable comme cadre pour la période suivante. Alors, on a choisi qu'il n'y ait pas de Premier ministre, mais qu'il y ait un président exécutif qui n'a pas beaucoup de droits législatifs, voilà, qui n'a absolument pas de droits législatifs, c'est-à-dire que le Parlement est tout à fait indépendant. On a fait des séparations de pouvoirs qui semblent correctes. Dans l'état actuel des choses, hein, soyons clairs. Puis il y a eu une démarche, enfin un pas en avant très 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 important, qui est la signature le 10 mars d'un accord entre le président Chara et le chef des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire Mazloum Abdi. On parle de Rojava, ce qu'eux appellent Rojava. Cette déclaration, cette signature est historique et très importante, mais ça ne veut pas dire que la base l'accepte. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est un pas en avant. Cette région énorme que dominait le FDS, c'est le seul, enfin, c'est la région la plus riche de la Syrie, voire l'unique richesse de la Syrie se trouve en pétrole, en gaz dans cette région. Que toute la Syrie était privée. Mais du temps de régime, ils faisaient de la commerce avec le régime parce que, bon, ils avaient de bonnes relations. Donc, l'accord est très important parce qu'il stipule que l'accord pour intégrer, en fait, au sein de l'État, toutes les institutions civiles et militaires relevant de l'administration autonome, donc kurde, du Nord et de l'Est, pour unifier le pays, bien sûr, et c'est une énorme avancée. Donc, cessation complète des hostilités, parce qu'en fait, ils bombardaient quand même l'est d'Alep, après la libération. Donc, les FDS cèdent à l'État central le contrôle des postes frontières, parce qu'il y a des revenus aussi financiers de ces postes-là, de l'aéroport également,
et des champs pétroliers et gaziers vitaux de la région. Et Damas, évidemment, reconnaît la minorité kurde comme partie intégrante de l'État syrien, parce que tous les Syriens, pour eux, c'est une évidence, garantit le droit de tous les Syriens tous les Syriens, donc à la représentation kurde, à la représentation, à la participation au processus politique. Des commissions ont été formées pour prendre le relais, pour donc travailler sur le détail, pour un texte détaillé, et le diable, comme vous le savez, se niche dans les détails, donc on va bien voir, pour une application d'ici la fin de l'année. Le défi le plus important, là, je regarde mon téléphone, c'est énorme, les attaques israéliennes sur la Syrie aujourd'hui. Pour Israël, ça c'est le défi vraiment majeur, très clair qu'Israël veut faire en sorte que cette nouvelle étape de la Syrie libre échoue coûte que coûte. Ils veulent une Syrie en canton, donc divisée. Ils ont déjà grignoté des territoires au sud, et aujourd'hui ils ont même allé plus loin, jusqu'à Daraa. Il y a eu des combats, il y a des gens qui sont morts, quand même des civils. Chose étonnante, je vous assure, moi je ne reviens pas. Netanyahou est au courant, mais Netanyahou, en personne et son équipe, interviennent dans la vie de la Syrie, mais tous les jours, avec des déclarations. Par exemple, il y a eu des problèmes dans un quartier à Damas, il y a quelque temps. Mais des problèmes entre les gens. Et Netanyahou qui montre prénom et fait une déclaration, mais on viendra sauver les Druzes là-bas. En fait, c'est un quartier où il y a des Druzes et non-Druzes. Mais en fait, les chamans n'étaient pas entre Druzes et non-Druzes. Mais c'était l'occasion pour lui pour en parler. C'est tout le temps comme ça. On dirait qu'il n'y a pas Gaza où il est en train de massacrer les Palestiniens quand même. Il y a quelques jours, ils ont, figurez-vous qu'une somme de 2 milliards de dollars est proposée par Israël aux Druzes du Sud, donc c'est Soueda, pour la constitution d'un canton druze annexé à Israël. En fait, Israël aussi a besoin de main-d'œuvre. Avec cette guerre qu'elle a menée sur Gaza, elle n'a plus d'ouvriers, elle n'a plus de main-d'œuvre. Donc elle vient tous les jours draguer les Syriens à cette frontière. J'ai vu une vidéo, ils laissent à manger, ils donnent des provisions, et les Syriens les brûlent. Ils ne sont pas d'accord qu'on les traite comme ça quand même. Il y a des Druzes qui ont été invités à aller faire un pèlerinage, etc. Enfin bon, on fait tout pour rester vraiment présent dans les esprits des Syriens, et avec une pression énorme quand même, avec un État qui a à peine une armée qui tient la route, un service de maintien de l'ordre qui tient la route. C'est vraiment, moi je suis vraiment affolée, pas par les HTS, mais affolée par ce qui se passe, par ces défis-là énormes. Il y a le 10 mars, enfin il y a 2 semaines à peu près, les pro-Assad ont monté au créneau, ils ont décidé, ils ont envoyé beaucoup de vidéos, que ça ne passerait pas comme ça, et on va faire le nécessaire pour revenir en arrière, évidemment. Et donc, ils ont fait des attaques meurtrières, au lieu, dans plusieurs endroits. Moi, je crois que ça s'apparente davantage à un coup d'État que des attaques sporadiques. Il y a déjà, on parle de 4000 personnes, armées jusque-dedans. Et il y a eu des encouragements comme ça de certains de l'Iran, de l'Irak également, pas le gouvernement, mais ceux qui ont participé aux tueries d'ailleurs, en Syrie également. Donc ça a été très
très bien organisé. Donc ces jeunes qui ont candidaté pour cette affaire-là, enfin, pour maintenir l'ordre, ont été massacrés, franchement. Alors, vous imaginez, je ne justifie absolument pas, hein, je le dis avant, mais vous imaginez 50 ans, vous rêvez que cette dynastie d'Assad tombe, et puis tout d'un coup, ils veulent revenir. Donc une peur qui a fait qu'il y en a qui se sont mobilisés, mais d'une manière anarchique, et il y en a qui sont allés pour se venger, pour venger leurs proches. Donc il y a eu des massacres, ça, même, enfin, pas même, mais le président lui-même l'a admis. Beaucoup de chiffres circulent qui sont faux. Alors, je vous le dis tout de suite. Il y a une organisation des droits de l'homme syrienne qui travaille, très sérieuse, qui travaille depuis longtemps. C'est le SNI-R. Allez la chercher sur Internet. C'est des gens très sérieux. Donne le chiffre de 1035 en tout, entre côté pouvoir, côté pro-Assad et côté civil. Et je vais vous détailler les victimes, enfin, parce que le rapport les détaille. Moi, j'ai entendu à la radio, il y a 10 000 de morts civils, il y a sur les réseaux n'importe quoi. Voilà les chiffres. D'ailleurs, avant que je vienne vous voir, j'ai appelé mes contacts, mes amis, avocats et des militants de droits de l'homme qui m'ont confirmé ce chiffre-là. On dit, c'est ça, pas une personne de plus. Alors, le détail de victimes. Il y a 228 victimes civiles, habitant la région, tuées par les pro-Assad. Pourquoi ils sont tués par les pro-Assad? Parce qu'ils frappaient chez les gens, ils sont dans la région alawite, donc vous venez combattre avec nous. Donc soit les parents refusent de laisser leurs jeunes partir, se faire tuer, ou alors les jeunes refusaient, donc ils tuaient toute la famille, comme ça on est tranquille. 228 ont été tués comme ça, par les pro-Assad. Vous avez 221 victimes de services de maintien de l'ordre. Les pauvres jeunes là étaient armés avec des choses très simples, enfin je veux dire, on ne s'attendait pas à avoir des combats et des armes lourdes qui étaient employées par le pro-Assad. Et puis il y a 595 victimes entre civils, tués par des gens, je ne sais pas comment, de quelle partie, je veux dire du côté des gens qui sont venus se venger, et des pro-Assad qui sont tués également. C'est quand même 595, c'est pas rien. Mais on ne connaît pas les chiffres entre les combattants d'Assad et les victimes civiles. Donc c'est un chiffre global. Alors il y a eu une commission d'enquête. En fait, la déclaration du président était immédiate après ces événements. Enfin, tout de suite, durant d'ailleurs ces événements. Il a dit « Je promets de juger les coupables, même s'ils s'avèrent être de notre cercle le plus proche. » Et il a décrété donc la formation de la commission d'enquête. Cette commission, en fait, je connais des personnes dedans. Il y a des juges, il y a des avocats, et c'est une commission vraiment, vu les personnes que je connais dedans, sont vraiment indépendantes. Et d'ailleurs, il faut voir intérêt à ce que les choses soient claires et nettes. Donc je parlais avec le président de cette commission hier, qui m'a dit qu'il travaille avec des instances internationales qui ont carte blanche donnée par le pouvoir
pouvoir, donc par le président lui-même d'ailleurs. Et il travaille vraiment, je lui dis, mais donne-moi des chiffres, quoi, parce que là, demain j'ai une intervention, je vais donner des résultats. Je dis, j'ai que les chiffres de l'Organisation des droits de l'homme, la syrienne. Il m'a dit, on ne peut pas confirmer comme ça, on est en train d'enquêter. Mais en fait, il travaille avec la commission d'enquête internationale. Ils font des réunions régulières parce qu'ils font des choses selon des critères internationaux d'enquête. Voilà. Ils travaillent avec commission de conseil de droits de l'homme, évidemment, et avec l'équipe d'envoyé spécial donc, en Syrie, avec sa commission juridique également. Donc cette commission, en fait, qui a été formée, c'est de la société civile. Il y a des gens qui n'habitaient même pas en Syrie, hein, donc, qui sont allés. Alors, jusqu'à maintenant, ils sont allés enquêter, mais j'ai vu des chiffres. Les témoignages, c'est très difficile de les obtenir, notamment quand, parce qu'il y a la peur, évidemment. Donc, ils ont pu recruter 95 donc, témoignages sûrs, donc là, ils peuvent en parler. Ils ont étudié 9 sites et écouté à la fois des gens de service de maintien de l'ordre, que de l'armée, que des civils à l'attaquer. Et ils ont même visité le lieu où il y a des gens qui sont tués, enterrés. Ils ont étudié les sites. Et puis ils vont dans d'autres sites également parce que c'était quand même une affaire assez importante. C'est très très inquiétant, mais on espère qu'ils vont pouvoir quand même arriver à des résultats. Et en fait, ils ont mandat de président dès qu'ils ont des coupables, quelle que soit leur appartenance, du côté de pouvoir ou pas, tout de suite déposer un mandat de dépôt, on dit, ou d'arrêt, et les amener devant le tribunal tout de suite. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu, ils attendent pour finir leur travail, mais ils travaillent avec donc des instances internationales. Ça, c'est pour la commission d'enquête et il est très important d'en parler. Je ne vais pas finir avec, en même temps, ils ont formé un comité de paix sociale. Je connais des gens aussi très respectables dedans. Ça, c'est formé par la présidence, celle-là, ce comité de paix sociale pour aller discuter avec les gens, pour arriver à un petit peu désamorcer la haine qui s'est installée, évidemment. Mais il se trouve des gens aussi qui travaillent de leur propre chef. Personne ne leur a demandé, ils n'ont pas de mandat, mais ils vont aussi essayer de voir comment... Et c'est des gens d'un niveau culturel, on va dire, important, ce qui permet de savoir comment s'adresser, comment aussi rassurer ceux qui ont très peur et qui sont allés fuir vers la base russe. Ils sont un certain nombre à rentrer, mais pas tous. Et ceux qui vont au Liban, qui racontent des histoires devant les médias, sont des pro-Assadins, je vous le dis. Alors, je termine avec 3 mots. Je suis désolée, j'ai été très longue. Parce que c'est important que j'écoute, je vous écoute aussi. Mais bon, désolée, hein, j'ai été longue. La chute du régime Assad était évidemment un rêve qui s'est réalisé pour tous les Syriens. Ceux qui sont à l'intérieur, comme ceux qui sont depuis des décennies à l'extérieur, comme moi, à l'étranger. Des Syriens, de toutes les composantes syriennes, croyez-moi, travaillent dur jour et nuit à l'intérieur et
appuyé par des gens de l'extérieur également, pour que l'État ne s'écroule pas. Si cet État, c'est ce que nous avons aujourd'hui, avec tous les travers qui existent, s'écroule, tout va s'écrouler. C'est-à-dire que le rêve s'est réalisé, mais il ne faut pas que ça se transforme en cauchemar et qu'on rentre dans un cycle de guerre civile, parce que ce qui nous pend au nez, si jamais les choses ne se calment pas. Vous savez que la libération s'est faite avec un consigne ferme. On ne tue pas, même un soldat. On essaie de le convaincre d'abandonner le combat. Parce que ça suffit. On s'est assez entretué entre Syriens. Là, c'est terminé. Dans son discours de victoire, ce président en intérim dit, on a, là, c'est le discours de la victoire. La révolution est victorieuse. Il faut qu'on passe aujourd'hui à l'étape suivante, c'est-à-dire construire l'État dont rêvent tous les Syriens. Donc voilà, il faut agir en bâtisseur d'État. Tous les Syriens, pas lui seulement, hein, il parlait de tous les Syriens. Voilà, ben, je vous remercie, j'ai été très longue et vous avez été Voilà, je vous ai écouté et, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a, c'est quand même empreint d'une certaine naïveté. Je suis peut-être fort hein, dans ce que je dis. La première des choses qu'a fait MDS, c'est son équivalent de ministre de l'Éducation nationale, c'est de faire des petits livrets d'école qui étaient profondément empreints d'islamisme. Il parlait d'installer une forme de charia face évidemment au peuple syrien qui lui a quand même une certaine liberté. Même sous le régime d'Assad, il y avait une liberté, ils ne veulent pas se laisser enjoler. Il y a un retour de ce personnage qui, à mon avis, mais c'est mon humble avis, peut-être que d'autres le partagent, qui avance déguisé. Alors, je suis confiante parce que je suis syrienne et parce que cette révolution de 14 ans et que nous, étant révolutionnaires mais vivant à l'étranger, enfin, moi je suis franco-syrienne, hein, donc ma patrie est la France. J'ai plus vécu en France qu'en Syrie. Ceci dit, moi j'aime une certaine France, hein. J'aime pas toute la France, j'aime une certaine France solidaire, généreuse, etc., comme tout le monde. Bon, voilà. Donc pas la France abstraite. Et la Syrie n'est pas abstraite non plus. Les Syriens ne se laisseront pas faire, croyez-moi. Alors, mais je veux revenir à la question de Sharia. Parce que dans la déclaration constitutionnelle, on a pris tel quel ce passage-là, comme il a été dans la Constitution avec laquelle a gouverné l'Assad 50 ans. D'accord? Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est que je ne vais pas rentrer dans une discussion juridique, mais je peux, hein, pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ceci dit, en fait, ça concerne des choses très précises, comme l'hérédité, l'héritage, pardon, comme la question de mariage. C'est des choses simples, finalement, dans la vie. Ce n'est pas imposer une pratique religieuse, ni quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est, par exemple, moi, en tant que Syrien, je sais que quand on est chrétien, on a on va vers l'église et on a nos propres donc, systèmes pour ça, pour se marier, pour divorcer ou pas. Quand on est, bon, je sais pas, druze, la même chose, etc.
pour les musulmans, il y a une disposition dans la Constitution les concernant, tout simplement. Donc ils vont se marier devant un juge, figurez-vous, qui est dit juge charia, mais en fait c'est un juge. Un juge. Mais il est désigné pour ces affaires-là et ça se trouve dans tous les pays arabes à propos. Donc c'est pas propre. Alors après, l'histoire de ce que c'est en fait ces combattants qui sont venus. Eh bien, les Syriens ne se seront pas faire, croyez-moi. Il y a une société civile extrêmement forte aujourd'hui, qui est à l'intérieur de la Syrie. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'étranger. Je parle de ceux à l'intérieur. Moi, quand je téléphonais, croyez-moi que je ne m'épargne pas de ces coups de téléphone longs, parfois fatigants et parfois un peu tard parce qu'ils avaient 36 000 choses à faire, etc. Donc, je prends sur mon temps, mais parce que je ne veux pas raconter des bêtises ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je suis très confiante. Très confiante. Maintenant, j'ai très peur de ce que les pro-Assad sont capables de faire. J'ai très peur des amis d'Assad. Des amis d'Assad qu'il a inondés avec de l'argent. Et ils se trouvent en France. Et ce ne sont pas des Syriens, ce sont des Français. Et Assad est venu en France. Qui sont montés au créneau. Qui sont montés au créneau aujourd'hui. C'est très facile de dire Chala, c'est HTS, etc. Évidemment, ils ont des billes pour pouvoir vraiment attaquer. Donc, vous avez des chercheurs, vous avez des intellectuels, vous avez tout ce qu'il faut. Et je les connais par les noms, moi, pas de problème. Je ne donnerai pas les noms, mais je les connais. Donc, je veux dire par là, il y a des propagandistes. Voilà. Et ils ont des terrains simples et faciles. On sait qu'il y a une peur en France de l'islam, de l'islamisme. Peut-être que c'est une peur justifiée, mais on ne sait rien. On ne sait pas rentrer sur ce terrain-là. Mais je rappelle quand même que la majorité sont des musulmans en Syrie. Je veux dire, c'est... Finalement, eux, ils n'ont pas peur de l'islam, et ils le sont eux-mêmes. Après, la pensée djihadiste, effectivement, elle leur fait peur. Évidemment, évidemment. Mais moi, je crois, je parle de l'équipe, je ne parle pas de la base, je ne sais pas, mais la base, peut-être, elle l'est aussi, sauf des extrémistes. Il y a certainement des extrémistes, hein. Tout le monde le sait. Et c'est là où, excusez-moi le terme familier, où le Shara est coincé entre sa base, où il y a des éléments extrémistes, et sa volonté de plutôt s'ouvrir au monde, parce qu'il veut s'ouvrir au monde. Ça, c'est un type qui a été élevé dans une famille dont son père est professeur d'université quand même. Son père est un intellectuel qui a écrit beaucoup de livres. Ses frères ont fait des études. Je veux dire, il ne vient pas non plus d'un milieu djihadiste. Voilà. Alors, il a adopté cette doctrine à un moment donné, il était jeune dans sa vie, etc. Ça le regarde. Mais moi, je suis tout à fait confiante, non pas en lui, je suis confiante dans ces Syriens qui travaillent. Il y a une phrase que j'utilise beaucoup ce temps-ci. Je dis que les Syriens, en fait, ils ont une soif de l'action politique. Encore une fois, je parle de l'intérieur, je ne parle pas de ceux qui sont dans la démocratie et à peu près ont compris comment ça fonctionne. Il y a un désert politique. Quand je dis un désert politique, ça a un sens. Vous savez, il y a des années, moi je suis proche, mais je n'en fais pas partie de ce parti-là, mais j'ai des amis, beaucoup d'amis, de partis communistes syriens, mais ceux qui sont descendants, pas la partie stalinienne, on va dire, proche de Moscou, mais ceux descendants qui ont évolué vers plutôt
une pensée à l'époque, hein, une pensée communiste, mais plutôt comme ça a été l'évolution de certains partis communistes en Europe. Et maintenant, d'ailleurs, ils ont révisé tout ça, ils vont vers encore autre chose. Je connaissais un militant, très très vieux militant de ce parti. Je l'ai fait venir dans une soirée que j'ai organisée à Lyon, au début de la Révolution, parce que je voulais qu'il explique de comment ils ont fait. Moi-même, je militais quand j'avais 16 ans en Syrie, donc je sais comment ça fonctionne. Mais je ne vais pas quand même organiser une soirée en disant aux gens comment je militais quand j'avais 16 ans. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui a de la bouteille, qui a vraiment milité et qui est cadre de parti. Et voilà, je l'ai fait venir pour parler de son expérience. Et bien l'expérience était médiocre, très franchement. Parce que quand c'est un parti politique clandestin, comment voulez-vous être proche des gens? Comment voulez-vous travailler la société quand vous ne pouvez pas faire une action normale comme tout le monde? On ne peut pas aller... Vous savez, quand les Syriens ont fait leur première manifestation, moi j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré parce que je rêvais quand j'étais en Syrie de pouvoir sortir dans la rue et hurler. Je ne pouvais pas. Première fois où j'ai hurlé, c'était en France. Et ça m'énervait, parce que ce n'était pas ma patrie encore, je venais d'arriver. Donc, la contestation, le simple, quand vous êtes dans une famille et vous n'osez pas dire de mots parce que vous soupçonnez que votre frère a un copain qui est proche du régime ou des services ou je ne sais pas quoi, c'est le royaume de la peur, c'est un royaume de baisser votre tête et c'est tout. Aujourd'hui, les gens vont devant le palais présidentiel où se trouve Chara et ils savourent, les Syriens, le fait d'être contestataire à Chara pour lui dire ça ne va pas ceci et cela. Et figurez-vous qu'ils prennent en compte les remarques des gens. Parler de pragmatisme, hein, c'est important. Donc moi j'ai confiance, mais j'ai confiance à condition que Israël laisse tranquille la Syrie, parce que comme ils font là, c'est vraiment catastrophique. Elle ne va pas le faire. Ils ne le seront pas, oui. Elle ne va pas le faire. Et d'une part, d'autre part, ma deuxième peur, c'est le pro-régime et les propagandistes à l'extérieur, dans le monde, qui en fait mettent une pression énorme aux Syriens à l'intérieur. C'est très dur. Vous ne pouvez pas agir. Vous vous trouvez à l'intérieur dans une posture où vous êtes obligé un peu quand même de défendre certaines choses parce que vous voulez que ça marche. Vous ne voulez pas perdre cet acquis énorme dont on a rêvé toute sa vie, c'est-à-dire en finir avec Assad. Le royaume d'Assad, hein? Pas uniquement le fils, mais le père aussi. Vous avez des milliers de morts, des milliers de disparus, des milliers de violés, de torturés. Vous avez quelque chose d'horrible. Donc comment voulez-vous que les gens n'aient pas peur et essayent quand même? Tout le monde aide à l'intérieur. Alors ceux qui ratent sont à l'extérieur généralement. Moi je suis parmi les rares qui essayent d'être positifs et pour qu'on dépasse cette période-là, qu'on puisse aller vers une situation meilleure, quoi. Évidemment, je ne veux pas que ça reste comme ça. Je n'ai pas confiance, évidemment que non. Mais je ne veux pas taper sur la tête. La nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Donc il faut être là. C'est ça, en fait, ma doctrine. C'est essayer tant bien que mal ce que j'essaie de vous expliquer, c'est faire en sorte qu'on évite les pièges sans trop charger. Mais on ne laissera pas tranquille le Chara, hein, si ça ne marche pas. Hein. Ça, je suis très confiante. Oui. Moi, par contre, je reste très inquiet concernant la révolution syrienne. Très. Je reste très inquiet, mais pas parce que le pouvoir est actuellement entre les mains de l'HTC, mais parce que le peuple syrien
a mené depuis 14 ans une révolution qui dans ses profondeurs, émanait du peuple, voire même de son prolétariat. Bon. Et donc cette révolution-là n'a jamais été acceptée par quelles que soient les puissances, même y compris celles qui prétendaient les soutenir. Là, bon, en 2013, Obama n'a pas riposté à ce massacre affreux de août 2013 au Gaza. La ligne rouge s'est déplacée, et elle pouvait encore se déplacer parce que les Américains, comme les puissances occidentales, dont la France d'ailleurs, qui a bombardé Raqqa avec nos rafales, personne n'a protesté contre cela. Bon. Donc les grandes puissances impérialistes ne supportent pas qu'un peuple puisse se soulever et prétendre à la démocratie. On l'a vu dans le Caucase, avec Tchétchène, mais chaque fois ça se répète. Et donc aujourd'hui, le peuple syrien, toujours dans ses revendications de démocratie, représente un danger pour tous les pays arabes, évidemment, qui ont tous des pouvoirs autoritaires et surtout un danger par rapport à Israël. C'est le danger majeur par rapport à Israël. Et c'est pourquoi Israël bombarde et rebombarde encore. En fait, la pression d'Israël sur la Syrie, moi je n'analyserai pas de cette façon-là, comme tu as fait, pour tout le monde, parce que chacun a sa propre intérêt. Les pays du Golfe actuellement, et pas seulement, donc les pays limitrophes, y compris la Turquie et la Jordanie, et même l'Irak, ont intérêt à ce qu'il y ait le calme en Syrie. Voilà. Pour des raisons très évidentes que j'ai mentionnées. C'est la pression démographique d'une part, d'autre part la question de la drogue. Vous ne le prenez pas assez tout le monde ne mesure pas son importance, mais croyez-moi, c'est un élément très important pour en finir avec cette commerce-là, d'une part. D'autre part, c'est le vrai danger d'Israël dans ses manœuvres. Évidemment, Israël ne veut pas un régime démocratique, un pays démocratique à ses frontières. C'est évident, ça a tout le monde le sait. Mais préfère des entités comme ça, ou alors un pays en guerre, ou alors des entités en 36 000 morceaux. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas sauter à une démocratie. Parce qu'on disait tout à l'heure, mais le Sharia et HTS, etc., et l'islam. En fait, on ne peut pas sauter de néant à une démocratie. On ne peut pas sauter d'un royaume de mort et je ne sais pas quoi à une démocratie. Donc la pression d'Israël, c'est d'avorter ce processus-là. Parce que moi, je crois dans le processus. C'est-à-dire il y a un processus libéré. Ensuite, donc, on est là, moi je préfère qu'il reste dans le ministère de Défense et de maintien de l'ordre, parce que c'est leur boulot, et tout le reste le donner aux autres. Donc, mais avec cette pression-là, on peut pas, le processus ne peut pas continuer. C'est ça qui me fait peur, moi. Pardon. Oui. Allez-y. C'est aussi à propos de la révolution syrienne, je fais aussi partie des anarcho-communistes qui ont appris de la révolution syrienne, notamment on connaît beaucoup des figures du début de la révolution comme Omar Aziz et tout ça, qui ont participé à nourrir une culture révolutionnaire, et du coup c'est un peu dans le même sens, mais vraiment là-dessus, qu'est-ce qui reste de cette culture aujourd'hui, comment elle se déploie pour construire la Syrie aujourd'hui. Voilà, tous ceux qui organisaient, en tout cas pour ceux qui ont survécu, tous ceux qui organisaient des forums, qui organisaient aussi la vie de tous les jours, qui ont réorganisé de manière autonome la vie dans les zones rebelles, comment ils vont protéger leur expérience et la faire durer dans le temps, alors que justement un État peut avoir tendance à refaire les choses par le haut. Comment ils vont, est-ce qu'ils existent encore, est-ce qu'ils sont encore organisés,
Le parti devient turc. Il y a un foisonnement d'expériences en fait durant la Révolution qui maintenant se sont mises en œuvre effectivement. Et chose importante aussi, les libérateurs eux-mêmes l'ont dit, c'est le sacrifice du peuple, la révolution syrienne qui nous a amenés. Nous, on n'a pas libéré tout seul la Syrie, c'est vous. Enfin, voilà, quand même évident. Autre chose, c'est que parmi les combattants, il y a des révolutionnaires quand même, ça, il ne faut pas non plus enlever de la tête. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, il y a un foisonnement d'énergie. Oui, j'aurais dû peut-être travailler sur ça parce que bon, j'ai une mémoire qui flanche, j'ai énormément d'éléments. Mais moi-même, je suis très très jalouse hein, parce que moi je suis là où je suis et j'ai envie d'être là-bas pour aider. Et toutes les expériences accumulées tout au long de ces années-là, les gens sont en train de les mettre en place et essayer de les fructifier. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de commission au comité, je ne sais plus ce que c'était, de paix sociale, franchement, c'est des militants qui sont allés, ils ont décidé d'aller faire eux-mêmes, genre aller au Liban, il y a un vieux alawite qui a fui, le portait sur les épaules, et eux sont des sunnites, enfin, j'ai peur aussi de cette manière de faire, mais en même temps, je comprends qu'ils veulent prouver que nous sommes tous des Syriens et que ces histoires d'Alaouites et Sunnites, c'est le régime qui l'a introduit. Donc il y a un travail réel de terrain. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît avec ce que fait Chala, pour le dire de manière rapide, c'est que lui, il n'est pas bête, ce type, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'énergie et il laisse faire tant que ça sert le pays. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y avait pas une question là-bas? Non. Ce président, Chala, il a fait appel aux Syriens de l'extérieur en disant de revenir en Syrie. Et je pense qu'il y a des Syriens de Turquie qui sont revenus, ça, mais là je demande aux Syriens de France et ils sont quand même assez prudents. Prudents, ouais. Prudents. Et est-ce que vous savez s'il y a des Syriens qui sont retournés et comment ça se passe pour eux et après, maintenant, quel serait le statut ici je ne sais pas s'il y a des Syriens qui sont encore en demande d'asile, cette situation risque de les carrément, ça change la Syrie change carrément de statut en tant que pays. Maintenant, c'est un pays où on n'est plus en danger. Donc, est-ce que vous avez des infos sur ça Les chancelleries du monde entier savent que la situation est encore très précaire sur le plan vital, de vie. Donc, ils ne vont pas mettre de la pression encore une fois. Non. Excusez-moi. Apparemment. Excusez-moi, on suit des affaires du comité de vigilance sur la défense des droits des étrangers. Je vais juste répondre. Oui. Il y a quand même le statut de réfugié qui est différent, il est remis en question, il peut être remis en question tous les 6 mois. Et c'est au niveau de l'Europe, si l'Europe décide que ces gens-là seront raccompagnés, ils seront raccompagnés. Ils peuvent profiter pour les envoyer, oui, d'accord, ils peuvent profiter pour les envoyer, je suis d'accord avec ça. Je ne veux pas généraliser, c'est certainement pas le cas. Après j'aimerais quand même dire quelque chose, ce que vous avez dit à propos de point de vue. J'ai remarqué notamment pour des militants d'un certain âge, enfin des révolutionnaires, je veux dire, d'un certain âge, des jeunes, on leur a volé leur révolution finalement par la libération armée. Voilà. Naïvement, pour le coup, naïvement, on pensait qu'on allait pouvoir libérer le pays, et quand même pas de cette façon-là. Beaucoup de gens sont contre les armes, beaucoup de Syriens.
Tout à l'heure, je parlais, moi, du fait que la déception de la ligne rouge d'Obama, beaucoup de déception de la, on va dire, le monde libre, entre beaucoup de guillemets, qui a abandonné les Syriens, on verra bien après ce qui se passera. Alors que quand vous avez des proches en prison, ça vous êtes dans la tourmente et dans le... Voilà. Et il y a beaucoup de Syriens. Je vais vous dire une chose. Dernier mot. Moi, j'ai beaucoup milité dans des groupes constitués d'intellectuels, de gens, des Syriens, qui sont partis de chez eux et qui ont fui le régime. Il y en a des cadres supérieurs, etc., des juges, d'avocats, de médecins, de tout ce que vous voulez, des artistes. Je militais dans ce qu'on peut appeler de groupes transcontinental. C'est de courants patriotiques, je veux dire, ce ne sont pas des partis politiques. Beaucoup sont fâchés avec ce qui s'est passé. Et j'arrive pas à discuter avec eux, avec certains. Enfin, il y en a qui sont d'accord avec moi. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a une espèce de fracture là aujourd'hui entre les Syriens, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont religieux ou pas religieux. C'est franchement pas ça. Un Syrien ne se pose pas cette question-là. Il y en a qui ont peur. Ceux qui prétendent de monde laïque, ou plutôt je les appelle laïcards, moi. Bon, généralement, ce n'est pas la question. C'est est-ce qu'on va passer de cette étape à l'étape suivante ou pas? Voilà, c'est ça. Ils sont inquiets aujourd'hui. Mais aussi, on leur a volé leur révolution. Je parle des jeunes révolutionnaires et la génération de plus jeunes que moi ou de mon âge, et j'ai bien avancé dans l'âge, ils sont pas très contents. Là, c'est vraiment la posture d'intellectuels avec beaucoup de mépris pour ces gens qui ont libéré. Donc, il y a tout ça à la fois. Mais tout ça va tomber, en fait, moi, mon espoir, alors personnel, parce qu'encore une fois, je pense que la nature a horreur du vide. Donc moi, j'accompagne, tant bien que mal, d'où mes coups de téléphone intérieurs tout le temps. Mon espoir, c'est qu'on passe ce stade-là vers ce qui est promis, c'est-à-dire un gouvernement, vraiment une période de transition comme il faut, avec la participation de tout le monde. Et ce qui me rassure beaucoup, c'est que dans les moments très importants, comme par exemple l'histoire de ce qui s'est passé, là, le massacre sur la côte, moi, j'avais aucun doute qu'on va faire une commission indépendante. J'avais aucun doute. Mais beaucoup m'ont dit, tu vas voir, toi, l'optimiste, il y en a qui me désignent comme, comme naïf, d'autres optimistes. Bon. Et j'espère, on peut me nommer comme on veut, mais le tout, c'est que la série sort de cette affaire-là victorieuse. Ils vont nommer des gens et ils vont dire que voilà, ça c'est rien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Plus indépendant que la commission d'enquête que je connais tous, je les connais tous, je suis en contact avec eux, et notamment avec leur président. Eh bien, pas du tout ça. Et d'ailleurs opposé au chat, et ils ne vivent pas en Syrie d'ailleurs. Donc, c'est pas ce qui s'est passé. Et des fois, les choses sont effectivement assez compliquées d'un point de vue de ressentiment. Et tant qu'on est à l'étranger aussi, et il y a un statut fragile de réfugié, ben moi je suis française depuis l'éternité, donc moi aussi je parle avec beaucoup de confiance. C'est sûr que je comprends la position d'une certaine fragilité qui ne permet pas non plus d'être très tranchant et dire non, mais bon, attendez, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je la comprends parfaitement. C'est tout à fait naturel pour moi. Mais ça fait quand même des fractures entre Syriens, il faut du temps. Désolée.